Bon, alors donc si vous m'entendez bien, donc on va commencer. Donc je rappelle que jusqu'à présent, donc nous avons vu comment développer les applications mobiles. Donc au début, donc on avait globalement comment faire le développement mobile natif, notamment avec Android. Et puis nous avons consacré plus de temps donc au développement cross-platform avec Flutter. Donc on a vu comment développer une application de base avec Flutter, la structure d'une application. Et la dernière fois, donc on a vu un exemple d'application, comment développer une application de chatbot donc qui interagit avec ChatGPT donc comme modèle. Donc quasiment à travers cet exemple d'application, donc je pense que c'est le plus important. Donc vous avez un peu une idée générale sur comment construire une application d'une manière générale. Mais après, donc si vous regardez le code que nous avons écrit, on va voir qu'il y a beaucoup de code qu'il faudrait aménager. Donc il faudrait structurer le code. Et pour structurer le code de votre application, bon, quand votre application devient plus grande, généralement, c'est très difficile de maintenir le code si vous travaillez avec des stateful widgets, comme on a fait la dernière fois. Vous allez avoir beaucoup de code à structurer. Donc, ce qui fait que comme dans toutes les applications front-end, souvent vous avez besoin d'utiliser une solution de state management, c'est-à-dire un pattern ou bien une librairie que vous allez utiliser et qui va vous permettre de centraliser le state de l'application dans un objet. C'est-à-dire toutes les données de l'application, on va les mettre dans un objet de l'application. Et puis, on va permettre à l'ensemble des composants de la partie UI, User Interface, d'accéder facilement à ce state et donc de récupérer les données. Et après, donc, par la suite, il faudrait donc gérer l'accès. C'est-à-dire, en quelque sorte, pour modifier les données, donc, il faut passer par des techniques. Et pour récupérer les données, donc, il faut passer par d'autres techniques. En tout cas, donc, si en fait vous travaillez avec des frameworks comme par exemple React, donc c'est très populaire. Donc avec React, vous aurez besoin d'utiliser une librairie qui s'appelle Redux. Donc ça, c'est une solution qui est très populaire, qui est utilisée pour faire le state management. Ceux qui travaillent avec Angular, donc il y a déjà, bon, vous pouvez utiliser les services dans Angular, mais également il y a NGRX qui est également une solution de state management, etc., etc. Donc globalement, sur chaque framework UI, souvent, vous aurez besoin donc de désigner quelle solution de state management que vous allez utiliser au sein de votre application. Alors ça, on le sait. Alors pour Flutter, la même chose. Donc nous avons vu que pour développer une application avec Flutter, donc vous avez deux types de composants. Il y a ce qu'on appelle les stateless widgets et les stateful widgets. Donc nous avons vu comment les faire fonctionner. Nous avons vu que en fait le stateful widget, c'est une solution quand l'état de l'application change, le stateful widget donc il est régénéré. Donc ce qui fait que ça nous permet donc d'afficher des données qui changent au moment de l'exécution. Mais par contre, le stateful widget, il a un inconvénient majeur. Alors c'est ce que nous allons essayer donc de voir. Alors donc le principe c'est quoi? Si je reviens vers l'exemple donc du compteur que nous avons créé la dernière fois. Donc nous avons créé une application dans laquelle on a créé donc la méthode main qui démarre, et la méthode main va créer myApp. MyApp donc va créer un widget qui est Material App, et dans Material App on va créer un stateful widget que nous avons appelé CounterPage. Et CounterPage donc lui il a un state. Donc c'est CounterState. Et dans CounterState, donc tout simplement, on va redéfinir la méthode build. Et c'est à l'intérieur de la méthode build que nous allons régénérer donc la partie UI. Et donc dans la partie build, donc on va retourner un objet de type scaffold. Et scaffold, donc il y a trois parties. Il y a la partie app bar, donc c'est la partie donc de la barre de titre, dans laquelle on va encore brancher un texte comme titre de la barre de titre. Et puis dans la partie body, donc on va créer un élément center à l'intérieur duquel on va créer une colonne, et à l'intérieur de la colonne on va créer un texte.
que vous voyez ici. Et puis donc il y a la partie donc floating action buttons, donc c'est-à-dire donc ici il y a la partie pour créer les boutons, dans lequel on a créé une ligne, un row, et dans le row donc on va créer deux boutons. Il y a un premier bouton et un deuxième bouton. Donc ça c'est le bouton par exemple décrémenter et ça c'est le bouton incrémenter. Et nous avons vu que à chaque fois qu'on va créer sur, qu'on clique sur par exemple incrémenter, eh ben, on a besoin donc de changer le compteur, d'incrémenter la valeur du compteur. Et quand on change la valeur du compteur, on voudrait que le widget se rafraîchisse, c'est-à-dire on voudrait réafficher donc le contenu. Ben, et du coup donc avec stateful widget, on est obligé de faire appel, si vous vous rappelez, à la méthode setState. Donc on appelle setState et à l'intérieur de la méthode setState, c'est là on va changer la valeur du compteur. Donc je rappelle que la méthode setState, qu'est-ce qu'il fait? Alors ce qu'il fait, c'est que on va incrémenter le compteur. Donc on va incrémenter le compteur. Une fois que le compteur change, ben, la méthode state fait automatiquement appel à la méthode build. C'est-à-dire à chaque fois que vous appelez setState, la méthode build, elle est réexécutée. Et la méthode build, qu'est-ce qu'il fait? Il va régénérer le scaffold, il va afficher appbar, il va afficher center, il va afficher la colonne, il va réafficher le compteur. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous incrémentez ou bien vous décrémentez le compteur, c'est toute la page qui va être régénérée. Donc ce qui fait qu'en termes d'affichage, c'est un peu lourd. C'est-à-dire à chaque fois il y a quelque chose qui change dans l'application, c'est toute la page qui va être, le rendu de la page va être régénéré. Donc ce qui fait que le stateful widget, il a cet inconvénient, c'est-à-dire ça va consommer beaucoup de ressources en mémoire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à chaque fois il y a quelque chose qui change, c'est toute la page qui va être réaffichée. Et ben, même si on voit pas vraiment c'est-à-dire la différence, on voit pas, c'est-à-dire ce rafraîchissement. Mais la réalité c'est ça. Alors la réalité c'est que bon, la dernière fois, si vous vous rappelez, j'avais parlé des constructeurs qui sont const, qui sont déclarés de type const, les objets qui ont des constructeurs de constant. L'avantage, c'est que si l'objet existe déjà en mémoire, il ne va pas le recréer. Donc, c'est-à-dire Flutter, il optimise un peu c'est-à-dire le travail pour ne pas recréer tous les objets. Il va utiliser les objets déjà créés, mais ça reste toujours, c'est une solution qui est assez lourde. Mais c'est quelque chose qui fait partie de Flutter. Donc, c'est-à-dire les stateful widgets. Donc c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour des cas. Mais, donc si on regarde bien notre application, quand on va cliquer, normalement quand on clique sur incrémenter, quand on clique sur le bouton incrémenter, la seule partie qui va changer, c'est cette partie-là. C'est-à-dire quand on incrémente, le compteur va changer, mais le reste, on n'a pas besoin de régénérer le rendu. Et bien si vous travaillez avec stateful widget, bon, vous n'avez pas cette possibilité parce qu'avec stateful widget, dès que l'état change, il faut réafficher le tout. Donc ça c'est l'inconvénient majeur des stateful widgets, donc il faut le noter. Donc quelle est la solution? La solution, déjà bon, si vous travaillez avec les stateful widgets, vous allez tomber dans un problème. Je nomme les problèmes. D'abord, la première, c'est que vous allez avoir un mélange entre ce qu'on appelle la logique applicative et la logique présentation. Donc si vous regardez le code que nous avons écrit la dernière fois, dans le stateful widget, nous avons des codes de la logique user interface, c'est-à-dire là on affiche les widgets, mais également nous avons le code qui fait les traitements, c'est-à-dire on envoie des requêtes vers le backend, on récupère les données et on affiche. Donc si vous regardez le code, vous allez voir qu'il y a un mélange entre la logique présentation et la logique applicative. Et ça, c'est dans l'ingénierie logicielle, les entreprises ne vont pas généralement accepter ce genre de code. C'est du code qui est rejeté souvent. Pourquoi? Parce que quand vous mélangez la logique présentation et la logique applicative, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que vous allez d'abord trouver beaucoup de copier-coller dans votre application. Quand par exemple, vous allez vers une autre page, dans laquelle vous avez besoin de faire un même traitement, et bien tout simplement, souvent, vous faites des copier-coller. Donc, c'est-à-dire, vous dupliquez beaucoup de code. C'est le même code qui se répète dans plusieurs pages. Pourquoi? Tout simplement parce que le code il est mélangé avec la logique présentation. Donc, ça, c'est la première des choses.
Et donc ce mélange-là, ce n'est pas une bonne, ce n'est pas une bonne pratique de l'ingénierie logicielle. Parce que comme tu as les principes de base de l'ingénierie logicielle, vous faites le développement, quel que soit le langage, quel que soit le logiciel, quel que soit le langage et les frameworks que vous utilisez, il y a un principe qui est très important, c'est, on vous dit toujours, il faut séparer la logique métier de la logique présentation. C'est-à-dire tout ce qui est l'affichage, ça va être créé à part. Tout ce qui est l'affichage, c'est dans des composants séparés. Mais tout ce qui est les traitements, c'est-à-dire la logique métier ou bien ce qu'on appelle la logique applicative, c'est séparé dans des classes séparées. Donc, c'est un principe qu'on va vous exiger souvent quand vous travaillez dans des projets d'entreprise. Et donc, et le deuxième inconvénient, c'est ça, c'est qu'à chaque fois que l'état du stateful widget change, et bien tout simplement la méthode build est réexécutée, ce qui fait que c'est toute la page, c'est tous les composants de la page qui vont être réaffichés, c'est-à-dire le rendu va être régénéré à chaque fois. Donc, les inconvénients de stateful widget, mais ça marche. C'est-à-dire si vous créez une petite application, généralement, dans laquelle vous avez que deux pages et vous voulez faire des choses bien précises, ben vous pouvez travailler avec Stateful Widget, bon, comme on a fait la dernière fois, tranquille, il n'y a pas de souci. Hein. C'est-à-dire vous pouvez toujours créer vos applications comme ça. Mais quand vous avez des applications qui sont relativement grandes, dans lesquelles vous avez beaucoup de fonctionnalités et vous avez beaucoup de choses, là, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que si vous travaillez uniquement avec les Stateful Widgets, eh ben, la maintenance de votre application va être très compliquée. Et le code de votre application, à un moment donné, il va être quasiment ingérable. Et souvent, la personne qui crée le code, s'il vous laisse du code comme ça, bah, la personne qui va le maintenir après, il va souffrir. Pourquoi? Parce que là, il va vraiment trouver que tout est mélangé. Donc, il n'y a pas une logique, il n'y a pas des design patterns qui sont utilisés. Est-ce que vous avez compris le problème? Donc, le problème. Le problème, c'est que les stateful widgets, ça marche, mais donc ça crée en fait des problèmes principalement, c'est le mélange du code de la logique présentation, la logique applicative, et c'est-à-dire le rendu est généré à chaque fois que l'état de l'application change. Donc pour cela, eh bien tout simplement, nous allons utiliser des solutions de state management. Alors en fait, les solutions dans Flutter, les solutions de state management, ils sont nombreuses. Donc c'est-à-dire il existe plusieurs librairies que vous pouvez utiliser pour faire le state management. Alors parmi les solutions, il y a une solution qui est simple à mettre en place, mais ce n'est pas la meilleure. Donc je vais quand même vous la présenter. Ça s'appelle State Provider. Mais c'est bien d'avoir une idée sur State Provider avant de passer vers Block qui va nous intéresser, qu'on va utiliser dans nos applications. Donc State Provider ou bien Provider, donc c'est une solution qui permet de gérer le state d'une application mobile basée sur Flutter. Alors c'est quoi l'idée principale? Ben, l'idée principale, c'est que quand vous créez votre application, vous créez de la méthode main, vous créez un objet de MyApp. MyApp, le premier widget qu'on va créer, ça s'appelle multi-provider. Et ce multi-provider, qu'on va créer ce widget-là, ben, on va lui associer un state. C'est-à-dire dans multi-provider, on va créer un objet state. Et c'est quoi le state? Ben, le state, c'est une classe qu'on va créer et dans laquelle on va mettre les données de l'application. Alors par exemple, dans le cas d'un compteur, le state, c'est la valeur du compteur. Donc c'est-à-dire qu'on va créer une classe qui s'appelle counterState, dans laquelle on va déclarer une variable counter, par exemple égale à 4 ou là, égale à 0 au départ. Et puis dans cette classe, on va créer deux méthodes, une méthode incrémentée et une méthode décrémentée. La méthode incrémentée, c'est une méthode qui va incrémenter le compteur, et décrémenter permet de décrémenter. Donc le state, pour nous, c'est une classe qu'on va créer. Et puis, donc ce state-là, ben, tout simplement cet objet-là, on va le mettre où? On va le créer à l'intérieur de ce composant multi-provider. Donc le multi-provider, donc ça devient ce qu'on appelle le root component, c'est-à-dire c'est le composant racine. C'est le premier qui se trouve en haut de la hiérarchie de la page, ou bien de l'application. Alors maintenant, une fois que
ce counter state est rendu disponible en fait dans multi-provider, et bien dans ce cas-là, on n'a plus besoin de créer un stateful widget. On va uniquement créer un stateless widget. Donc on va créer un stateless widget. Donc vous voyez, donc à l'intérieur de multi-provider, vous avez Material App. Dans Material App, on va créer notre page qui est counter page. Alors maintenant, à vrai dire, on n'a plus besoin de counter state parce que là, on n'a plus besoin de créer le stateful widget. Donc on va utiliser un simple stateless widget. Et à l'intérieur de scaffold, donc on va créer app bar. On va créer l'élément center dans lequel on va mettre la colonne. Mais à l'intérieur de cette colonne, on va afficher notre compteur. On a le problème. Donc texte, je vais afficher la valeur du compteur. Alors maintenant, pour afficher la valeur du compteur, c'est-à-dire l'endroit où vous voulez accéder, vous allez vers la partie de l'application là où vous voulez accéder au state, et bien tout simplement vous allez créer un objet qui s'appelle consumer. En fait, le widget consumer, c'est quoi? Et bien c'est un widget qui fait ce qu'on appelle un subscribe vers le state. Je vous explique. Alors en fait, les solutions de state management généralement utilisent un design pattern que vous devrez connaître qui s'appelle le pattern observer. Alors le design pattern observer, c'est quoi? C'est un design pattern qui consiste à quoi? Vous avez un objet. Moi par exemple, je suis un objet qui s'appelle, j'ai des variables, j'ai des données. Je dispose de quelques informations. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, qui travaille dans le domaine de la recherche de l'emploi. J'ai des informations. Eh bien, je suis ce qu'on appelle un observable. Donc, observable, j'ai les données. Et vous allez jouer le rôle de ce qu'on appelle des observateurs. Ça veut dire quoi, les observateurs? Les observateurs, ça veut dire que vous vous intéressez aux données dont je dispose. Vous voulez qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle information qui arrive chez moi, vous voulez recevoir une notification. Par exemple, vous voulez, à chaque fois qu'il y a une nouvelle offre d'embauche, vous voulez recevoir, c'est-à-dire cette information, cette notification. Et dans ce cas-là, vous allez devenir ce qu'on appelle des observateurs. Et pour devenir un observateur, vous allez faire quoi? Vous allez faire un subscribe chez moi. Vous allez faire une souscription chez moi. Donc, quand vous allez faire un subscribe, alors, vous êtes un consommateur, vous allez consommer des informations, vous allez faire un subscribe chez moi. Et moi, je représente quoi? L'observable. Donc, vous avez l'observable, c'est moi, et vous êtes les observers. OK? Alors, ça veut dire quoi? Vous faites un subscribe chez moi. Faites un subscribe chez moi, ça veut dire que vous allez me donner votre numéro de téléphone, votre adresse. De façon à ce que quand mon état change, quand j'ai mes données qui changent, qu'est-ce que je fais? Je vais vous envoyer des SMS, des notifications. C'est le pattern observer. Donc le principe de base, le design pattern observer, c'est un design pattern qui va lier un objet principal qui s'appelle l'observable avec plusieurs objets qui s'appellent les observateurs, les observers. De façon à ce que quand l'état de l'objet observable change, les observateurs vont être informés, vont être notifiés, et ils se mettent à jour automatiquement. Eh bien, c'est ce qu'on va voir ici. Donc, vous voyez, quand je crée un objet consumer, donc le widget consumer, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un subscribe vers le state. Donc, il fait un subscribe. Et ça veut dire quoi, il fait un subscribe? Ça veut dire que dès que l'état change, à chaque fois que l'état du compteur va changer, eh bien, tout simplement, l'objet consumer va être notifié, il va être informé. Et si l'objet consumer est notifié, qu'est-ce qu'il va faire l'objet consumer? Il va régénérer tous les composants qui se trouvent, c'est-à-dire en dessus de lui. C'est-à-dire, dans notre cas ici, c'est le texte. Alors, vous allez voir que l'objet consumer, il contient une méthode build. OK? Ça veut dire que dès que le compteur change, c'est la méthode build de cet objet consumer qui va s'exécuter. Et la méthode build de consumer s'exécute, qu'est-ce qu'il fait? Il va m'afficher la valeur du compteur. Ça veut dire que finalement, quand le compteur change, je ne vais pas réafficher toute la page. Qu'est-ce que je vais réafficher? Eh bien, je vais réafficher uniquement le texte.
Donc ça veut dire que vous avez l'idée principale, c'est très simple. Vous avez une page, une application UI d'une manière générale. Une application UI, c'est une application qui crée un ensemble de composants, components. Et donc les composants, ils sont organisés de manière hiérarchique. C'est un arbre. Il se trouve toujours qu'en haut, il y a ce qu'on appelle root component. C'est le composant racine. Donc si vous voulez faire une solution de state management, quelle est la solution? كنمشيو لهذاك le composant racine, n'est-ce pas? هذاك اللي الفوق. Et dans root component, on va placer un objet qui contient les données de l'application. Et après, par la suite, chaque composant qui se trouve dans l'arbre, à chaque fois s'il veut des informations, il lui faut un moyen de faire une souscription, un subscribe vers le composant. S'il y a quelque chose qui change dans le state, ben, il reçoit la notification et il se met à jour. Alors c'est la même chose que vous avez par exemple dans React. Par exemple, avec React, si vous voulez faire une solution comme celle-là, donc vous utilisez un hook qui s'appelle useContext. En fait, le hook useContext, justement, il se trouve dans la racine des composants, de façon à ce que quand il y a quelque chose qui change, plutôt quand il y a quelque chose qui change dans le contexte, ben les autres sont informés. Donc on retrouve à peu près la même structure. Donc vous voyez, donc le concept, il y a un design pattern qui s'appelle Observer. Le pattern Observer, il est partout. Dans tous les frameworks UI, User Interface que vous utilisez le principe. Donc le principe, vous avez un objet qui contient les données, vous avez d'autres objets qui font un subscribe vers cet objet. Si l'état de l'objet change, les autres vont être notifiés. Eh bien, c'est ce qu'on va faire ici, regardez. Donc ici, on va créer un objet consumer qui fait un subscribe vers le state. Et bien, après, une fois que le state change, ben, il reçoit des notifications. Donc, consumer, il est informé, automatiquement sa méthode build va s'exécuter. Et quand sa méthode build s'exécute, eh bien, tout simplement, il va régénérer le texte. Et ce qui fait que quand l'état change, c'est que le texte qui va changer et non pas la totalité de la page. C'est la première des choses. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste maintenant, c'est que quand je clique sur le bouton, alors quand je clique sur le bouton, par exemple, ici, incrémenter, alors quand je clique sur le bouton incrémenter ici, je voudrais incrémenter le compteur. Ben justement, c'est ce qu'on va faire ici. Donc vous voyez, donc ici vous avez un bouton, vous avez le bouton incrémenter et le bouton décrémenter. Et bien tout simplement, quand je clique sur le bouton, qu'est-ce que je fais? J'appelle tout simplement la méthode increment. Et quand je clique sur le bouton décrémenter, je fais appel à la méthode decrement. Ouais, donc increment, qu'est-ce qu'il fait? Il incrémente le compteur. Si le compteur est incrémenté, regardez ici, il y a notify listeners. Donc, qu'est-ce que c'est notify listeners? C'est-à-dire les écouteurs. Je nomme les écouteurs, moi les observateurs. Donc le consumer va être notifié. S'il est notifié, vous avez le texte qui va changer. Donc ce qui fait que quand je clique sur le bouton plus, ben, le texte va changer. Si je clique sur le bouton moins, le texte va changer. Et ça, c'est en quelque sorte, c'est comme ça que ça va marcher. C'est clair? Donc ça, c'est la solution State Provider. Alors, si vous voulez utiliser State Provider, donc il faut ajouter une dépendance qui s'appelle Provider dans le fichier spec YAML. Eh bien, pour l'implémenter, il faut créer d'abord le state. Alors, si vous voulez créer le state c'est un observable, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, donc le state, c'est un observable. Et pour que ce soit un observable, il faut créer une classe qu'on va appeler counterState et qui hérite, extend, une classe qui s'appelle changeNotifier. Alors, changeNotifier, donc c'est une classe que vous utilisez qui va faire que votre objet state devient un observable. Et après, à l'intérieur de cette classe, on va créer le compteur et on va créer les deux méthodes, increment et decrement. Vous voyez donc, increment, qu'est-ce qu'il fait? Il incrémente le compteur. Mais regardez bien, à chaque fois que j'incrémente le compteur, je vais notifier
Les observateurs. C'est pour cela qu'on fait appel ici à la méthode Notify Listeners. Il faut l'écrire. Donc, bon, après, on va voir cette solution provider. Il n'est pas forcément la meilleure, mais en tout cas, c'est une solution qu'il faut connaître. Et puis, donc, vous avez la même chose. Quand je décrémente le compteur, j'appelle Notify Listeners. OK? Ça, c'est le state. Alors, maintenant, une fois que vous avez le state, qu'est-ce qu'on va faire maintenant au niveau de la partie UI? Regardez, notre application, c'est un stateless widget dans lequel on redéfinit la méthode build. Et regardez la méthode build, qu'est-ce qu'il retourne? Le premier objet qu'il faut créer, c'est multi-provider. Et dans multi-provider, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir providers. Providers, c'est une liste dans laquelle vous allez créer les providers. Les providers, on a les fournisseurs. Donc les providers, on a les fournisseurs. C'est-à-dire, c'est les objets qui vont être la source d'informations pour d'autres composants. Eh bien, multi-provider, donc dans providers, on va tout simplement créer un provider. Et dans notre cas ici, on va créer un provider de type Change Notifier Provider. Alors bien sûr, Change Notifier Provider, il reçoit un attribut qui s'appelle Create, qui reçoit une fonction qui retourne le state. Alors dans notre cas de Change Notifier Provider, il va gérer un état de quelle classe? De la classe Counter State. Donc vous voyez Counter State, c'est ça, c'est cette classe qui contient le compteur, la méthode Increment et Decrement. Et puis donc on crée l'application Material App, etc., etc. Donc après, dans notre application principale, c'est Counter Page. Donc tout ce qu'on vient de faire, c'est qu'avant de créer Material App, on va d'abord placer quoi? Multi-provider. Alors, elle dit la première étape. Alors maintenant, si on regarde Counter Page, bref, Counter Page, qu'est-ce qu'on va voir? Counter Page, donc vous voyez, donc c'est un stateless widget dans lequel on aura à créer, à afficher le compteur. Alors pour afficher le compteur, vous voyez ici, vous avez scaffold, vous avez body. On va créer center et child. À l'intérieur de child, on va créer, regardez, un objet consumer. Donc consumer, donc on va créer le widget consumer. Et le widget consumer, on a besoin de spécifier, on va consommer un state. De quel type? Il est de type counter state. C'est comme si vous dites à le consumer, va chercher dans le provider. Vous voyez donc multi-provider, il contient plusieurs providers. Va chercher un state de quel type? De type counter state. Et tu fais un subscribe vers ce state. Donc, il va faire automatiquement un subscribe vers counter state. Et vous avez la méthode build. Ça veut dire quoi build? Ça veut dire que vous lui dites, dès que counter state change, eh bien, la méthode build va se réexécuter. Vous voyez donc la méthode build, il reçoit quoi? Il reçoit le contexte, il reçoit le state actuel et un élément qui s'appelle child, un attribut, donc les trois attributs. Mais après, nous, ce qui nous intéresse, c'est le state, CS, ici. Et donc, si vous voulez afficher le compteur, il suffit d'afficher donc cs.counter. CS, c'est quoi? C'est counter state. Et qu'est-ce qui m'intéresse dans counter state? C'est le compteur. Donc ici, si vous travaillez comme ça, bah, c'est bon. Donc, c'est-à-dire dès que le state change, bah, ici, donc, cette valeur va changer. Alors maintenant, ce qui reste, c'est que quand je clique sur le bouton incrémenter, comment je peux appeler le state? Eh bien, avec provider, vous aurez besoin, dans votre page, de déclarer un objet de type counter state. Et vous cherchez counter state à partir de la classe provider of. Donc, avec provider, je vais chercher plutôt un objet de type counter state. Il faut lui transmettre l'objet contexte. Et puis, donc, vous avez un attribut listen qui est booléen. Donc, généralement, vous mettez false. Donc, juste pour dire que ce composant ne va pas faire un subscribe. C'est-à-dire que vous cherchez juste une référence vers counter state. Mais par contre, si vous mettez true, c'est ça le problème. C'est que si vous mettez true, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que le state va changer, eh bien encore, ce composant va être notifié. Et s'il est notifié,
il va me régénérer encore scaffold, c'est-à-dire que finalement, il va encore rafraîchir toute la page. Donc c'est pour cela, ici, on met l'attribut false, ça veut dire que je cherche une référence vers le state, mais je ne veux pas qu'elle soit notifiée à chaque fois que l'état change. Alors, donc, une fois que vous déclarez donc, ce widget ici, ben, on va vers le compteur, les boutons. Par exemple, ici, j'ai un bouton ici. En pressed, quand je clique sur le bouton, ben, qu'est-ce que j'appelle? J'appelle tout simplement counterstate.decrement. Et là, j'appelle counterstate.increment. Donc, ça, c'est la solution qui s'appelle provider. Il faut juste comprendre le principe. Mais ne l'utilisez pas, ce n'est pas la meilleure solution, parce que c'est une solution qui paraît simple, mais si vous regardez bien, si vous avez un peu plus d'expérience, vous allez dire, il y a d'autres solutions, il y a d'autres design patterns qui sont beaucoup mieux que cette solution. Et bien justement, qu'est-ce qui est mieux? C'est Block. Alors c'est ce qu'on va essayer donc de détailler, et c'est avec Block qu'on va essayer donc de travailler nos applications. Mais c'est bien d'avoir une idée sur cette solution qui s'appelle Provider. Est-ce que c'est clair pour cette première solution? C'est clair? Pas de questions? Parfait. Alors, la deuxième solution, ça s'appelle Block. Alors, en fait, Block, que signifie Block? Block, ça veut dire Business Logic Component. Alors, Block, c'est un design pattern qui est utilisé pour gérer le state, pour définir une solution de gestion du state d'une application. Alors, c'est quoi un bloc? Ben, un bloc, c'est un composant, c'est une classe qu'on va créer et dans laquelle on va déclarer notre state. C'est-à-dire le bloc, c'est une classe, ok? C'est une classe dans laquelle on va déclarer les informations sur l'état de l'application, le state, l'état de l'application. Et puis, ce bloc-là, il a deux parties. Il y a ce qu'on appelle le sync et vous avez les streams. Alors, le sync, ça veut dire le puits. Alors, c'est quoi le sync? Le sync, il reçoit des actions, des événements. C'est-à-dire, quand vous cliquez par exemple sur un bouton, à chaque fois, si vous voulez faire un traitement, dans l'application, à chaque fois que vous cliquez sur un bouton, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer une action, un événement, c'est un événement, on va le jeter dans le sync. C'est comme si vous jetez quelque chose dans un puits. Et quand vous envoyez en fait l'action dans le sync, eh bien, le bloc il va recevoir les événements. Et après le bloc il va tester. Il va dire par exemple, si l'événement est de type increment, je fais ça. Si l'événement est de type decrement, je fais ça. Donc dans le bloc, à chaque fois qu'il y a un événement qui arrive, on va le traiter. On va dire si cet événement il est de ce type, voilà le traitement que je veux faire. Mais à chaque fois que je fais un traitement, eh bien, il faut émettre à la sortie un state. C'est-à-dire que une fois qu'il y a un traitement qui se fait, le state va changer et le state, ça devient un objet qu'il faut émettre à la sortie. Donc, c'est-à-dire que le bloc, il reçoit quoi? Il reçoit un stream d'événements. Normalement, le flux d'événements, des actions. À chaque fois que vous cliquez sur un bouton, vous envoyez des événements le sync. Et le bloc, pour vous, c'est une boîte noire à un moment donné. À chaque fois qu'il reçoit un événement, il fait des traitements. Et quand il fait des traitements, par exemple, on va vers le backend, on récupère des résultats, on stocke ces résultats dans le state. Et après ce state-là, qui est un objet, on va les mettre à la sortie. Et pourquoi on va les mettre à la sortie? On va pousser à la sortie donc le state, parce que les widgets qui font un subscribe, vers le state, ben, ils vont recevoir la notification. Et quand ils reçoivent la notification, ils vont se mettre à jour. Ils récupèrent le state et ils l'affichent. Donc c'est à peu près, c'est comme si vous dessinez quelque chose comme ça. Vous pouvez dire que le bloc, c'est quelque chose comme dans lequel vous avez ici, vous avez un puits. N'est-ce pas?
À chaque fois que vous voulez faire quelque chose, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez jeter quelque chose ici. Vous allez jeter des événements. Vous envoyez un événement, une action. Et le bloc, qu'est-ce qu'il fait? Quand il récupère les actions, il va traiter les actions, c'est-à-dire il va traiter les actions, il fait les traitements. Et quand il fait les traitements, ça veut dire que l'état change. Et bien l'état, à la fin, qu'est-ce que je vois ici? Je vois le state. Donc ici, c'est events. Quand je clique sur un bouton, j'envoie un événement. Et qu'est-ce que je récupère à la sortie? Le nouvel état de l'application. Donc c'est à peu près ça. Ça, c'est ce qu'on appelle sync. Et ça, c'est le stream de state. C'est-à-dire, le bloc reçoit un stream d'action, d'événements. Et à la sortie, il va émettre un stream de state. Alors, là, c'est le bloc. Alors, mais il y a une variante du bloc qui s'appelle qubit. Alors, c'est quoi la différence entre bloc et qubit? C'est à peu près la même chose. La seule différence, c'est que le bloc, il reçoit un stream, c'est-à-dire un flux d'action, et à la sortie, il va émettre un flux de state. Alors que qubit, ici, il n'y a pas on ne reçoit pas des actions, mais plutôt le qubit, l'input, il reçoit des appels de fonctions. Ça veut dire un qubit, c'est comme un provider. C'est-à-dire c'est un objet qui contient des méthodes. Increment, la méthode d'increment, etc. Donc ce qui fait qu'un widget, quand vous cliquez sur un bouton, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à une fonction. J'appelle une fonction increment. La fonction increment va changer le state et il va émettre le state à la sortie. Alors que ici, donc, le bloc, on ne va pas appeler des fonctions, mais plutôt on va émettre des événements, on va émettre des actions. Et ça, c'est très important. Allège. Alors, le domaine de l'ingénierie logicielle, regardez bien. Si vous voulez implémenter le qubit, c'est comme ça. Vous créez une classe counter qubit qui hérite d'une classe qui s'appelle qubit. Et après, vous spécifiez le type de state. Par exemple, ici, je gère un state de type int, c'est-à-dire c'est un compteur. Et après, le qubit, donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, tout simplement, il contient deux méthodes. Une méthode increment et une méthode decrement. La méthode increment, qu'est-ce qu'il fait? Il va émettre. Vous voyez donc, qu'est-ce qu'il émet à la sortie? Il va émettre à la sortie le state. Dans notre cas, le state pour nous, c'est quoi? C'est le compteur, plus 1. Et quand on appelle decrement, on va émettre à la sortie le state moins 1. OK? Donc, هذا القبيت. Alors que le bloc, c'est ça. Alors, le bloc, la différence, c'est quoi? C'est que le bloc, c'est une classe qui hérite de la classe bloc. Et la classe bloc, il reçoit deux types génériques. Le premier, d'abord, c'est le type de l'événement. Alors, il faut spécifier les événements, ils sont de quel type. Alors, dans notre cas, on va créer les événements. On va créer un énumérateur qui s'appelle counter event. Alors, counter event, il peut avoir comme valeur soit increment, soit decrement. Donc, les événements, mais après, on va voir, chaque événement, c'est une classe. Donc, tout ça, c'est un travail qu'on va faire tout à l'heure. Donc, ici, increment, decrement. Et puis, le state. Le state, pour moi, il est de type int. Et après, qu'est-ce que vous allez voir dans le bloc? Vous allez voir une méthode qui s'appelle map event to state. Donc, map event to state, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il reçoit un événement. Donc, vous voyez donc le sync, il va recevoir un événement. Et après, on va traiter les événements. Maintenant, on va utiliser par exemple switch event, c'est-à-dire si l'événement est de type increment, qu'est-ce que je fais? Je fais state plus 1. Si l'événement est de type decrement, je fais state moins 1. Alors, sauf que ici, pour émettre vous savez, dans Flutter ou bien dans Dart, si vous voulez, alors dans Dart, si vous voulez générer, alors dans Dart, si vous voulez, si vous avez une méthode qui retourne un stream, c'est-à-dire un flux, ben cette méthode doit se terminer par 5 étoiles,
Donc ça, c'est juste une spécification qu'il faut respecter. Et après, si vous voulez émettre quelque chose à la sortie, on va utiliser l'instruction yield. Yield, c'est-à-dire, au lieu d'utiliser return, parce que dans une fonction classique, vous utilisez return, mais si vous voulez, c'est-à-dire générer un flux, c'est-à-dire un stream, vous utilisez yield. Par exemple, dans notre cas ici, yield, c'est state plus 1, et là, c'est state moins 1. Alors ça, c'est cette façon d'écrire là, cette façon d'écrire, c'est l'ancien syntaxe. C'est-à-dire en utilisant la méthode map event to state. Alors tout à l'heure, dans la nouvelle version, en fait, dans la version 8 de Block, généralement, on n'utilise plus cette syntaxe-là, mais il y a une autre façon de faire qui est beaucoup plus élégante et plus intéressante, dans laquelle l'idée principale, c'est tout simplement de dire on. Si cet événement se produit, je fais ça et j'émets ce state. Si l'événement il est de ce type, je fais ça et j'émets à la sortie donc le state. Donc, vous voyez donc la différence entre ça c'est Qubit et ça c'est bloc. Alors maintenant, dans la pratique, donc on va utiliser bloc. Alors dans la nouvelle syntaxe, c'est celle dont si vous voyez donc ça c'est l'ancienne syntaxe, c'est-à-dire vous utilisez map event to state. Alors dans la nouvelle syntaxe, voilà ce qu'on va faire. Ben, on va créer un bloc counter block, extend block, et dans le constructeur ici, vous voyez donc à l'intérieur du constructeur, on va faire appel à des méthodes on. Vous voyez donc ici on, c'est-à-dire on ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Donc on ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand, si l'événement on increment counter event. Donc vous voyez donc on il reçoit deux paramètres. Le premier c'est le type de l'événement et le deuxième c'est un objet emit qui permet d'émettre à la sortie quelque chose. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire dans notre cas? If state.counter est inférieur à 10, c'est-à-dire si le compteur n'a pas encore atteint 10, qu'est-ce qu'on va faire? On va émettre à la sortie counter state et dans lequel on va placer tout simplement le compteur actuel plus 1. Else, c'est-à-dire s'il est supérieur à 10, on va émettre un state qui s'appelle counter error state. Ici, counter error state, et bien, tout simplement, on va émettre un message d'erreur, comme quoi le compteur ne doit pas dépasser 10. Et quand on clique sur decrement, on va faire la même chose. Donc, vous voyez, donc, il y a deux façons. Il y a l'ancienne syntaxe dans laquelle vous mettez map event to state, et la nouvelle syntaxe qu'on va utiliser, c'est celle-là, dans laquelle on va mettre on, et on va gérer tout ça. Alors, ça, c'est pour le... Alors, maintenant, comment utiliser le bloc? Une fois que vous créez le bloc, une fois que vous le créez, eh bien, la même chose. Dans notre application, le premier composant qu'on va créer, ça s'appelle multiblock provider. Donc multiblock provider, c'est un objet, c'est un composant racine dans lequel on va placer counterblock. Et bien sûr, counterblock, il faut juste rappeler que counterblock, c'est un objet dans lequel vous avez quelque chose, une méthode map event to state, c'est-à-dire pour tel événement, ça va me générer un state à la sortie. Et bien, après, on va créer material app counter. On n'a plus besoin de state parce que ça, c'est avec un stateless widget. Ici, donc, on va créer l'élément center, colonne. Et maintenant, ici, avant de générer le texte, eh bien, la même chose. Donc, je vais créer un widget qui s'appelle block builder. Alors, block builder, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait un listen. C'est un subscribe, comme tout à l'heure. Donc, block builder, il fait un listen vers le bloc, de façon à ce que, à chaque fois qu'il y a un événement qui se produit, le bloc va émettre à la sortie des states, ce qui fait que le block builder va recevoir le state. Et si on reçoit le state, eh bien, tout simplement, on va utiliser le state ici pour afficher. Donc, on va utiliser le state, c'est pour afficher donc la valeur du compteur. Donc, c'est-à-dire, on est toujours dans la même logique que tout à l'heure. Quand l'état change, il n'y a que le texte qui va changer. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est que maintenant, quand je clique sur le bouton, qu'est-ce que je vais faire? Et bien, quand je clique sur le bouton, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais vers le bloc. Vous voyez, donc, rappelez-vous, le bloc, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un élément qui s'appelle sync.
Et, et dans le sync, je vais émettre une action. Ben, c'est ce qu'on fait ici. Vous voyez, donc, il suffit d'utiliser context.read. Je vais chercher dans le contexte un bloc de quel type? De type counter block. Et je fais appel à une méthode qui s'appelle add. Donc add, ça veut dire quoi? Je vais émettre un événement. Et c'est quoi cette action? C'est counterEvent.increment. Bon, c'est-à-dire ici, donc, j'émets, ici, vous voyez, donc, j'émets un événement de type increment. Counter block, il va émettre à la sortie le state plus 1. Le state plus 1, je le reçois. Et après, donc, je l'affiche. Et si je clique sur decrement, on va décrémenter. Donc, c'est très simple, c'est pas compliqué en termes de code, mais le plus important, c'est de comprendre déjà l'architecture, comment ça marche. C'est clair? Alors maintenant, pour comprendre mieux, on va essayer de voir une démo. Donc, pour voir déjà comment travailler avec ça. Donc, si vous voulez, dans la démo, ce que je vais faire, c'est que je reprends cet exemple-là je reprends l'exemple du compteur, d'accord? Parce que c'est très simple pour comprendre déjà le bloc. Et après, on va voir comment l'utiliser dans une application dans laquelle on va communiquer avec le backend, on récupère des données, etc. On va voir une application assez complète. Comme toujours, donc l'après-midi, vous aurez le temps de travailler sur cette application-là qui résume tout ce qu'il faudrait retenir sur Flutter, ce que nous avons fait jusqu'à présent. Voilà, donc si vous voulez, donc ce que je vais faire, donc je vais créer une application, une application dans laquelle je vais avoir le compteur. Alors, je rappelle que si vous voulez créer une application, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais regarder, je vais me placer dans le dossier où se trouvent mes applications. Donc, je suis dans le dossier Flutter Apps. Et pour créer une application, on va utiliser Flutter Create. Vous suivez, s'il vous plaît? Alors, Create, donc je vais l'appeler par exemple Block App. Alors, Block App, donc je vais ici ouvrir le projet qui s'appelle Block App dans une nouvelle fenêtre. Et Block App, ici donc je vais afficher d'abord la structure du projet. Et donc je rappelle que pour exécuter ça, on va l'exécuter sur soit un émulateur, soit un navigateur. Bon, je l'exécute sur par exemple Chrome. Alors nous avons par défaut une application qui permet d'afficher un compteur. Voilà, donc vous avez l'application du compteur dans laquelle qui permet d'incrémenter le compteur. Ok? Alors ce que je vais faire, donc je vais arranger ça pour afficher tout ça sur le navigateur et Android Studio. Voilà, je fais ça. Voilà, donc ça c'est mon navigateur. Alors, je rappelle ici donc le fichier main. Donc, je vais supprimer tout ça. Je vais reconstruire mon compteur en utilisant le stateful widget et après on va utiliser block. Donc, j'essaierai de faire ça en 30 minutes. Alors, donc je rappelle que quelle est la première méthode qui va s'exécuter? C'est la méthode main. Et la méthode main void. Donc, vous aurez juste besoin d'importer Material Dart. La méthode main va exécuter l'application. L'application s'appelle MyApp. MyApp, c'est quoi? C'est un stateless widget. MyApp. Et MyApp, il va retourner Material App. Et Material App, qu'est-ce qu'il fait?
Alors si vous voulez de préférence de faire carrément, de retourner un composant qu'on va appeler par exemple root view, comme ça. Alors root view, et root view c'est un stateless widget. Donc root view, c'est-à-dire c'est le composant racine. Et après le composant racine, qu'est-ce qu'il fait? Il va retourner un objet de type material app. Et material app, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un élément home. J'appelle par exemple counter page. Counter page. OK. Alors après, donc il n'y a pas de route ici, donc une simple page. Et après, donc je crée counter page. Stateless widget. Alors pour counter page, ça doit être un stateful widget d'abord. OK. Bon, je vais dire, c'est pas stateful widget parce que je vais utiliser block. Et pour utiliser block, donc je vais utiliser un stateless widget. Donc counter state, plutôt counter page. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il fait counter page? Je vais tout simplement, il contient un élément scaffold. Alors dans scaffold, vous avez un élément appbar. Et dans appbar, vous avez un élément title dans lequel on va mettre texte. Texte ici, on va l'appeler counter page. Et ensuite, il y a body. Et dans body, on va afficher, on va centrer un compteur avec child dans lequel on va afficher un texte. On va mettre une colonne. La colonne contient plusieurs éléments. Parmi les éléments, il y a un texte que je vais appeler counter value. Et counter value, donc pour moi, ça va être un compteur. Et le compteur, c'est quoi? Bah, pour le moment, si vous faites un stateless widget, si vous déclarez ici int counter, par exemple, égal à 0. OK. Vous pouvez utiliser ici $counter. Donc j'affiche la valeur du compteur. Et puis vous avez deux boutons pour incrémenter, décrémenter le compteur. Ici donc après body, vous avez floating action buttons dans lequel on va utiliser un row, une ligne dans laquelle on va afficher des objets de type float action buttons. Alors ici, vous allez avoir, quand je clique sur le bouton, je vais faire un traitement. Ça, c'est le premier. Et après, vous avez child. Child, c'est une icône. L'icône, donc ici, je vais utiliser icons. Par exemple, ici, add. Bien, remove. Comme ça. That's all. Et après, il y a un autre, virgule. Je crée un autre bouton. Ici, c'est add pour faire plus. OK. Alors, si on réexécute, vous voyez donc nous avons ici donc counter page. Donc, on va mettre le titre de la page. Ici, background. Background, donc on va utiliser donc alors background, on va utiliser theme of context point primary color, donc c'est la couleur primaire par défaut. Et la dernière fois, donc je vous ai montré bien sûr comment personnaliser le thème, c'est pas l'objectif. Et puis la couleur du texte, ici donc style. Alors style, c'est text style. Et la couleur, donc ici on va utiliser theme of context.
et je vais utiliser indicator color. Donc c'est ici du blanc. Alors, donc ça c'est le compteur et je vais un peu arranger ces boutons-là. Je vais les placer d'abord tout à droite. Donc pour cela, donc dans row, on va utiliser main axis alignment.end comme ça. Et puis je vais les séparer par un divider, plutôt un size box. Et le size box, on va lui donner un width, par exemple, de 20. Espace, etc. Et là, je vais centrer ce texte-là. Alors, cet élément center, colonne, comme c'est une colonne, je vais utiliser main axis alignment, center. Voilà. Et puis, donc, on va mettre ça avec une taille un peu plus grande, ce texte-là. Donc, ici, texte style directement. Style. Alors, pour le style, je vais utiliser le thème. Theme of, text theme. Et je vais utiliser, par exemple, body large. Body large ou je vais utiliser headline large, display large, oh, c'est beaucoup, headline small. Bon, c'est visible en tout cas. C'est visible? Ouais. Alors moi, ce qui m'intéresse jusque là, bon, quasiment c'est la troisième fois que je répète ce genre de petite application. Et donc quand je clique sur incrémenter. Quand je clique sur incrémenter, donc, alors nous avons vu que si vous incrémentez le compteur, si vous mettez counter, et là si vous décrémentez le compteur, ça c'est décrémenté, et ça c'est incrémenté. Ok. Alors si vous faites ça, ça va pas marcher parce que vous incrémentez le compteur, vous décrémentez, mais ça change pas ici. Pourquoi? Parce que vous avez un stateless widget. Donc le stateless widget, quand l'état change, il n'y a rien qui va se passer. Quelle est la solution? Nous avons dit que la solution, c'est d'utiliser stateful widget. Alors, je vais convertir stateless widget en stateful widget. Et bien tout simplement, convert to stateful widget. OK. Une fois que je convertis en stateful widget, j'ai donc le state, il y a le compteur. Et la seule chose que je vais changer ici, c'est quoi? À chaque fois que je vais changer, plutôt décrémenter, je fais appel à une méthode qui s'appelle setState. Et c'est là où je vais décrémenter. Et la même chose ici. Donc j'appelle setState et j'incrémente. Si vous faites ça, vous voyez donc que vous avez réglé le problème. Vous incrémentez, vous décrémentez. Donc je suis passé vers le stateful widget. Mais nous avons dit c'est quoi l'inconvénient du stateful widget? Regardez bien. Alors, la méthode ici, la méthode build, ici, avant de régénérer avec scaffold, je vais faire print. Print, par exemple, build page. Page from root. OK? Alors, du moment que je travaille avec le navigateur, donc vous affichez les outils de développement. Et dans les outils de développement, on va les afficher comme ça. Je vais afficher la console ici. Alors regardez cette console tout en bas. À chaque fois que j'incrémente, vous voyez qu'est-ce qui s'affiche là? À chaque fois que j'incrémente et à chaque fois que je décrémente, vous allez, le message va s'afficher. S'il s'affiche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va régénérer toute la page. Donc, c'est l'inconvénient de stateful widget. Donc, quelle est la solution? Non, on va revenir vers le stateless widget et au lieu d'utiliser stateful widget, on va utiliser le pattern block. Ben, je vais annuler jusqu'à ce que je retourne vers stateless widget. Voilà. Donc, je suis sur stateless widget. Mon application ne marche pas maintenant. Et ben, je vais utiliser maintenant le pattern block.
Alors, si vous voulez utiliser le pattern block, voilà ce qu'on va faire. Eh bien, on va d'abord installer la librairie pattern block. Et pour cela, il faut aller vers le fichier papspec.yml et vous déclarer les dépendances. Donc, pour ne pas aller vers papspec.yml, vous pouvez le faire directement sur la console. Il faut juste faire attention, il faut être sûr que vous êtes bien à l'intérieur de votre dossier. Et après, on va utiliser la commande flutter pub add block. Alors, en fait, pub, si vous voulez, je rappelle, pub, c'est à peu près l'équivalent de npm, n'est-ce pas, pour Node.js. C'est avec pat qu'on va télécharger la dépendance, on va l'installer. Donc, si vous tapez la commande flutter pub add block, il va télécharger le bloc, il y a plutôt la dépendance bloc, il va la déclarer dans papspec.yml. D'ailleurs, si vous faites ça, c'est plus rapide. Voilà, donc il installe. Si vous regardez le fichier papspec.yml, vous allez voir qu'il y a une dépendance qui vient d'être ajoutée. Elle est là, vous voyez. Et vous regardez bien que le bloc a été ajouté, c'est la version 8. Alors, vous aurez besoin de ça, d'ajouter bloc et d'ajouter flutter block, deux dépendances. Parce que bloc, c'est un pattern que vous pouvez utiliser en JavaScript, vous pouvez l'utiliser dans un Angular, vous pouvez l'utiliser dans React, c'est un pattern. Mais après, donc, la version Flutter, donc ici, donc c'est Flutter underscore block. Donc, vous avez deux dépendances. Vous avez block et Flutter block. Voilà, donc on a installé les dépendances qui sont là. C'est la version 8. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va vers le dossier lib. Je vais créer un fichier. Je vais créer un package que je vais appeler block. Si vous voulez, block, c'est la couche métier de l'application. C'est la couche applicative. À l'intérieur de block, je vais créer un file, Dart file, que je vais appeler counter.block.dart. Alors, dans counter-block, qu'est-ce que j'ai besoin? On a toujours besoin de créer d'abord les actions. Donc, quelles sont les actions? Eh bien, les actions, ça peut être... Donc, si vous avez des simples actions, vous pouvez utiliser un enum comme tout à l'heure. Ici, je vais l'appeler par exemple counter-event. Counter-event. Dans lequel je vais avoir increment, virgule, decrement. Donc, les événements. Après, normalement, idéalement, c'est des classes. Decrement. Increment. Decrement. OK? Donc, ça, c'est les événements. Après, je vais créer le state. Alors, pour moi, le state, pour le moment, c'est quelque chose de très simple. C'est tout simplement un simple int. Et après, donc, je vais arranger ça. Donc, je vais créer maintenant le bloc. Je vais l'appeler counterBlock. Alors, counterBlock doit hériter de la classe qui s'appelle block. Et vous voyez donc, block, il reçoit c'est un type générique pour lequel vous spécifiez les événements. Ils sont de quel type? De type counter event. Donc, le sync, je reçois des événements de type counter event. Ou la sortie, pour moi, le state, c'est quoi? C'est un compteur. Comme c'est un compteur, donc il est de type int. Bon, c'est très simple comme ça. Et puis, donc, on aura besoin de créer un constructeur obligatoire. Je vais générer le constructeur alt. Si vous faites alt entrée, donc en principe, ça vous permet de générer le constructeur. Eh bien, le bloc, en fait, il reçoit, vous voyez ici donc le counter block, il reçoit en fait ce qu'on appelle initial state. C'est-à-dire quand vous créez le bloc, il faut spécifier quel est l'état initial. Alors, si vous voulez ce que je vais faire ici, donc j'appelle tout simplement super. Ici, super de 0. Voilà. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand on crée le bloc, on va faire appeler le constructeur sans paramètre. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va transmettre l'état initial du compteur. Et comme ici, le compteur il est de type int, donc je lui transmets la valeur
initial. Donc, c'est-à-dire mon bloc, il commence avec un compteur dont la valeur initiale égale à 0. Alors, si vous voulez, je vais mettre 10. Je vais mettre 5. C'est-à-dire, ici, donc, je suppose que l'état initial, c'est 5. Et puis, à l'intérieur du constructeur, vous voyez, donc, ici, donc, je fais ça. Donc, à l'intérieur du constructeur, je vais utiliser on. Alors, on, eh bien, c'est une fonction qui reçoit donc l'événement. Ici, event. Mais l'événement, il est de quel type? Il est de type, ici, increment. Alors, ici, plutôt counter. Alors, counter event, comme ça. Alors, le deuxième paramètre, c'est ça, c'est le state actuel. Alors, alors ici donc, je reçois un événement de type event, ok, counter event. Alors là, je vous montre juste un peu ce que je suis en train de faire. C'est à ce niveau-là. Alors comme ici, donc j'ai utilisé en fait un énumérateur, c'est pas forcément la meilleure solution, mais je vais vous montrer d'abord comment travailler avec ça. On counter event, et après ici donc je suis obligé de faire if par exemple event. De préférence, mais de toute façon, utiliser donc un énumérateur pour les événements, c'est vraiment cas très rare. Alors, au lieu d'utiliser un énumérateur, donc ce qu'on va faire, c'est ça. Comme ça, vous allez un peu voir mieux les choses. Donc, on va créer une classe qu'on va appeler counter event. Counter event, c'est une classe abstraite. Et puis je vais créer une autre classe que je vais appeler increment counter. Increment counter event extend counter event. Et je vais créer une autre classe que je vais appeler decrement counter event extend counter event. Et ça, c'est comme ça qu'on va travailler généralement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre application, elle traite des événements de quel type? De type counter event. Counter event, c'est une classe qui est abstraite. Et puis, quels sont les différents types d'événements qu'on gère? Vous avez soit increment counter event, soit decrement counter event. Donc, vous voyez, donc c'est des classes qui héritent de counter event. Et comme ça, mon bloc, qu'est-ce qu'il fait? Et il reçoit des événements de quel type? De type counter event. Et comme ça, ici, donc, on, je vais recevoir directement quel type d'événement? On increment counter event. Et vous avez on decrement. Alors, ça, c'est pas state, c'est emit. C'est l'objet qui va émettre la sortie. Vous voyez? Donc, vous avez on increment et vous avez on decrement. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à dire que quand je reçois un événement de quel type? Counter event, qu'est-ce que je fais? Je fais emit. Je vais émettre le state. Le state. Le state, c'est le compteur
Alors, c'est le compteur. Donc, state plus 1. Plutôt, c'est une fonction. Hein. Init state plus 1. Vous voyez donc le state c'est quoi? Le state, c'est quelque chose que vous héritez de quelle classe? De la classe bloc. Donc le state pour vous, ça représente votre state. Dans notre cas ici, c'est un int. Bon, pas de problème. Plus 1. Et là, je vais émettre là, emit state moins 1. Bon, ça c'est une simple implémentation. Alors maintenant, si vous voulez encore être vraiment plus, si vous voulez faire quelque chose de mieux, c'est que vous allez créer encore une classe state. Vous créez par exemple abstract class. Vous créez par exemple une classe que vous allez appeler counterState. Je préfère comme ça. Et dans counterState, vous allez gérer quoi? Vous allez gérer un compteur, int counter. OK. Et le compteur, on va le déclarer final. Et après, on aura besoin du constructeur. Alors, je vais créer un constructeur. Non, ça c'est pas ce que je veux faire. Je vais créer un constructeur. C'est-à-dire que pour créer un counterState, quand je crée un counterState, je lui donne le compteur, la valeur du compteur par défaut, list.counter. OK? Donc, pour moi, ici, donc, je devrais plus faire int. Qu'est-ce que je dois faire? Au lieu de int, alors, je répète. Vous avez un bloc, c'est quoi? Un bloc, il hérite de blocs. Input, je reçois des événements de quel type? De type counter event. Et counter event, ça peut être soit increment counter, soit decrement. OK? Et le state maintenant, ce n'est plus un int, c'est un objet de quel type? De type counter state, exactement. Là, c'est plus général. Pourquoi? Parce que généralement, le state, il contient d'autres données. Il contient souvent des listes, etc., ce qu'on va gérer. Donc, vous voyez donc ici counter state. Alors, sauf que ici, quand vous allez utiliser maintenant, ça doit être un objet de quel type? De type counter state. Alors, dans ce cas-là, vous aurez besoin de créer ce qu'on appelle initial state. Une autre classe qu'on va appeler initial state. Alors, initial state hérite de counter state. Et on va redéfinir le constructeur. On va créer le constructeur. Donc, vous voyez donc le constructeur, qu'est-ce qu'il fait? Donc, pour moi, initial state, il fait appeler le constructeur de la classe parente avec le state égal à 0. Bon, si vous voulez, on va mettre 5. C'est-à-dire la valeur par défaut de initial counter, c'est la valeur 5. Ici, donc, si je crée mon bloc, donc je suppose que le state initial, c'est quoi? C'est un objet de type initial state. Donc, vous voyez, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Donc, je suis en train de partir sur un state initial. Et puis maintenant, je ne peux pas mettre ici, donc je peux pas mettre plus 1. Donc, il faut émettre un nouveau counter state. Alors, counter state avec le compteur. C'est quoi le compteur? C'est state.counter plus 1. Et ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais émettre un counter state avec quel state? Le state.counter moins 1. Ça, c'est encore mieux. Si vous voulez, vous vous approchez du cas le plus général. Alors maintenant, pour que mon application puisse fonctionner, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je vais aller vers mon application, ici. Alors, vous voyez donc l'application MyApp. Vous voyez donc ici, il retourne un objet root view. Donc, ma page root view.
il faut retourner un objet de type multiblock provider. Donc, multiblock provider, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va retourner les providers, c'est un tableau dans lequel on va générer un objet qui s'appelle block provider. Alors, block provider contient la méthode create. Et la méthode create reçoit une fonction qui reçoit le contexte et qui permet de retourner l'objet. Ici, le bloc qu'on va utiliser, le bloc s'appelle counter block. Counter block, il est là. Donc, ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, ici. Voilà. Vous voyez ici donc notre application, il utilise counterblock et counterblock donc block build. Donc vous avez block builder déjà, pas ici. Hein. C'est dans l'application principale. C'est multi-block provider dans lequel vous avez block provider et on spécifie quel type de bloc on va utiliser. Voilà, donc vous avez donc le bloc. Maintenant, alors qu'est-ce qu'il y a dans le child? Ce qu'il y a dans le child, c'est root view. Voilà. Alors ça c'est la première, c'est-à-dire il faudrait placer le premier objet qui va être créé, c'est multi-block provider. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est tout simplement maintenant au niveau de l'affichage, ici. Oui. Allez-y. Salam. Quelques instants, j'arrive. Donc, vous avez counter block. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de l'affichage? Là où j'affiche le texte. Vous voyez donc là où j'affiche le texte, je vais le supprimer. Je vais supprimer maintenant mon texte. Et qu'est-ce que je vais afficher? Donc je vais utiliser block builder. Donc vous voyez donc block builder, il reçoit en fait un attribut block qui est une fonction qui reçoit. Vous voyez donc block builder, il reçoit donc il y a la méthode builder qui reçoit le contexte et le state. Alors, sauf que block builder, il faut qu'on précise quel type de bloc. Alors ici, donc, c'est counter block. Et le deuxième paramètre, c'est le type du state. Le state, il est de type counter state. Et c'est ici que je vais retourner quoi? Je vais retourner mon texte. Return. Il y a un point virgule qui manque ici. Donc, vous voyez, donc, quand je génère le texte, maintenant, le texte, il va afficher le compteur. Maintenant, notre compteur, il n'est plus là. Il n'est plus dans le widget. Donc, pour pouvoir afficher le compteur, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit d'aller vers le state. Et je sais que dans le state, vous avez la valeur du compteur. Alors, si vous exécutez normalement l'application, vous allez alors ça c'est le counter, c'est la valeur 0. Alors maintenant qu'est-ce qui reste? Quand l'incrément, bon déjà ici ça marche plus. CTRL S. Remarquez bien une chose, quelle est la valeur qui est affichée par défaut? C'est 5. Pourquoi? Parce que notre bloc il est créé avec la valeur par défaut égale à 5. Alors maintenant, pour incrémenter, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il suffit de faire appel à context.read. Je vais lire quoi? Je vais chercher dans le contexte un objet de type counterBlock. Et j'appelle la méthode add. Et je vais émettre un événement. Donc, et c'est quoi l'événement que je vais émettre? Vous voyez ici, donc je vais émettre increment
decrement counter. Alors ici, decrement counter event. Voilà. Et ici, je vais incrémenter. Donc, je vais émettre increment counter event. Alors, vous voyez donc ici, donc j'incrémente, je décrémente. Alors, ce qui est très intéressant là, c'est que j'ai quelque chose, c'est que quand j'incrémente, qu'est-ce qui change dans la page? Ben, uniquement, c'est le texte. Donc, si vous voulez, bon, le compteur, c'est juste un début, ça vous permet un petit peu de commencer à comprendre le bloc, ok? Et à partir de là, donc, après, donc si vous voulez, après la pause, je vais vous laisser travailler ça, ok? Travailler à l'exemple du compteur. Et après, donc on va revenir sur le chatbot pour voir comment on va appliquer le pattern block et on structure notre code. Bon, il est 11 heures, donc je vois quelques-uns qui sont fatigués relativement. Il faut prendre du café et rafraîchir un peu le cerveau. Donc le pattern block, c'est pas compliqué. Mais maintenant, c'est que quand vous commencez à développer, vous commencez à retrouver les concepts fondamentaux de l'orienté objet. Il faut créer des classes, l'héritage, et ça c'est très important. Donc c'est pour cela qu'il va falloir donner un peu plus de temps à cette partie-là, en tout cas pour retrouver ce que vous connaissez dans les concepts fondamentaux de l'orienté objet. Bon, on va prendre la pause. Et donc après, donc je vais vous laisser donc une démonstration format vidéo que vous allez essayer de travailler, dans laquelle vous allez faire aujourd'hui une application de synthèse qui contient beaucoup d'éléments. Et ça serait pour moi l'occasion de vous encadrer pour arriver à ça, d'ici la fin d'après-midi. Voilà, donc vous pouvez vous reposer, moi aussi. On va aller prendre un café et on revient.